Bonjour, merci beaucoup. Bonjour les étudiantes et étudiants, parce que c'est le jour de femmes. Je suis ravie d'être ici avec l'élite de demain. Et j'ai hâte J'ai hâte de voir vos films et j'espère que les discussions d'aujourd'hui vous inspirent. Aujourd'hui vont vous inspirer. Cette conférence est le fruit du travail de chacun et je souhaite remercier les organisateurs Unifrance, voilà, Isabelle et Serge, merci beaucoup, la Dorchester Collection, tout le monde ici, et NSI. Merci beaucoup à tous. On applaudit. Et il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici, à l'hôtel. L'hôtel Maurice a un lien très fort avec l'art et celui du cinéma. Vous connaissez les films ici? Je veux dire. L'ivresse du pouvoir de Claude Chabrol et Diplomatie de Volker Schlöndorff, très important. Midnight in Paris de Woody Allen. Et W.E. Oui de Madonna. Oui, c'est bon, hein? Donc, et la discussion est sur les femmes dans le cinéma aujourd'hui. Les membres de notre panel sont reconnus pour leur admirable travail. Et je souhaite les remercier. Merci beaucoup à tous. Merci. En particulier, je voudrais introduire Madame Sylvie Landra, que j'ai rencontrée à Londres pendant un événement avec l'Académie. Elle adorait l'événement et elle a dit « Je veux refaire la même chose à Paris ». Et donc, nous sommes ici avec joie. C'est un triomphe. Merci Sylvie. Merci. Et elle a plusieurs films qui ont été nominés pour les Césars. Non, elle a monté plusieurs. Voilà. Elle a monté plusieurs films qui ont été nominés pour les Césars. Ces dernières sont Cézanne et moi, l'un dans l'autre, Un petit boulot, Insoupçonnable et Lucky Day. Bon. Et Sylvie, je vous laisse l'honneur de présenter ces femmes extraordinaires qui font partie du panel aujourd'hui. Merci, Sylvie. Oui, voilà. Bonjour. Alors, voilà, déjà Marie-Jeanne Serrero, qui est une compositrice française qui a fait vivre Narnelle, la sœur de Mozart, qui a fait la musique des Garçons et Guillaume à table, et qui a aussi fait des concerts. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui aussi, je prends mes petites notes, Marie-Ange Luciani, qui est productrice, qui a notamment, entre autres, produit 120 battements par minute, qui est un film qui a été célébré, qui est allé aux Oscars. Elle a aussi produit en 2013 un film qui s'appelle Eastern Boys. Enfin, j'ai le titre en anglais, c'est ça? Ok. Voilà, qui a aussi été très célébré et qu'elle travaille aujourd'hui sur un film qui s'appelle L'Angle mort. Non, d'accord. C'est pas celui-là. Ah. Voilà. Anne Sebel, qui est chef décoratrice, qui a travaillé notamment sur énormément de films, mais Midnight in Paris, dont Dawn vient de parler.
et qui a travaillé sur le film The Devil Wears Prada, je lis en anglais, ça, et dont le dernier film va sortir bientôt, qui s'appelle The White Crow, avec Ralph Fiennes. Nous avons aussi Anne Le Campion, qui est mixeuse, qui a travaillé avec beaucoup de metteurs en scène reconnus, qui a travaillé sur le film Oliver Twist, Oceans, Les Chants d'hiver. Audrey Ferrara est venue de Londres. Elle est française, mais elle travaille à Londres et elle fait partie de l'académie et elle fait des effets spéciaux. Elle a travaillé sur énormément de films que vous devez connaître, puisqu'elle a travaillé sur le Lion King, Alien, Passengers, le livre de la jungle. Voilà, nous avons beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui. Et nous avons avec nous aujourd'hui Tony Marshall. Ouda Benewina devait nous rejoindre. Malheureusement, elle a eu un empêchement. Et merci Tony d'être là avec nous. Il se trouve que Tony est la seule réalisatrice française à avoir obtenu un César. Et, oui, on peut. La seule à avoir obtenu le César du meilleur réalisateur. Du meilleur réalisateur. De la meilleure réalisatrice. De meilleure réalisatrice. Ça n'existe pas. Et elle viendrait de faire son 9e film, qui va d'ailleurs sortir en Angleterre au mois d'avril, et dont le titre en anglais est Woman Up, qui était chez nous numéro 1. Et c'est un film qui parle du sujet des femmes, et qui donc nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup. Merci Sylvie. Et nous sommes honorés d'être avec vous toutes aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci à Elsa pour d'être la modératrice du panel. C'est à votre tour maintenant. Commençons. Merci. Et toutes, je m'appelle Elsa Keslassi, je suis correspondante pour le magazine Variety et je suis très heureuse d'être parmi ces femmes brillantes et accomplies dans leurs domaines respectifs. Et comme on a un public avec pas mal d'étudiants, il me semble, d'étudiants et d'étudiantes, je pense que ça serait très intéressant que vous nous racontiez le début de votre parcours, le point de départ qui vous a permis de percer, enfin du moins d'enclencher la machine. Est-ce que vous pourriez tour à tour nous raconter peut-être une rencontre que vous avez faite au début de votre carrière, une opportunité que vous avez su saisir qui a fait la différence? Peut-être vous. Je commence. Voilà. J'ai eu la chance d'étudier à la Sorbonne, j'ai étudié le cinéma. Et après ça, j'ai fait l'école Georges Méliès pour étudier tout ce qui est CG, la 3D. Et après ça, j'ai commencé à travailler à Buff, une compagnie française très renommée et très créative en termes d'effets spéciaux. Et après ça, je dirais le moment très important de ma carrière, c'est quand je suis passée aussi en Angleterre, quand j'ai commencé à travailler en Angleterre. C'est là où j'ai vraiment eu la chance de travailler sur de gros films et de grandir aussi au sein de l'entreprise MPC. Donc je travaille à MPC à Londres. Ça va faire 8 ans en septembre. Donc, et aussi de monter en grade et de pouvoir rencontrer des filmmakers très, très intéressants et très passionnés qui m'ont aidé à grandir encore plus dans ce métier, je dirais. Mais la question, c'est parce que Buff, effectivement, c'est une boîte qui bosse sur beaucoup de films en langue anglaise, pas mal de gros blockbusters. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à Londres, dans la mesure où les films anglo-saxons se font aussi pas mal fabriqués ici, oui, en France? Je dirais, pour en revenir au moment décisif de ma carrière, ça a été vraiment travailler à Buff qui m'a donné la discipline de ce métier, de comment faire ce métier, et après de passer à MPC à Londres.
pour être honnête, j'ai travaillé dans 3 boîtes, donc c'est pas non plus... Vous êtes pas très jeune. Enfin. J'espère. Mais ça a été... Buff, ça a été vraiment une école, et il y a une manière de travailler les effets spéciaux avec Pierre Buffin qui est très, très dirigée sur le créatif. Et ça a été vraiment une magnifique expérience. Et c'est vrai qu'on a travaillé énormément sur de films américains au sein de Buff. Vous pouvez citer peut-être 2 ou 3 exemples? J'ai travaillé sur Thor et Avatar quand j'étais... Pas mal. C'est une bonne carte de visite. C'était une petite séquence d'Avatar. C'était pas la plus grande. D'accord. Mais qui a été impressionnant de pouvoir travailler sur des films avec Pierre Buffin et toute l'équipe. Mes meilleurs amis sont de Buff. Je pense qu'on crée énormément d'amitié dans le métier et je les ai toujours avec moi. Et après en Angleterre, à MPC, avoir des opportunités de travailler avec Jon Favreau sur The Jungle Book et ce genre de film sur Alien Covenant. Pas le premier, j'ai pas eu cette chance-là, mais de rencontrer aussi tous ces réalisateurs, c'est vraiment exceptionnel. Super, merci. Merci. Marie-Ange. Bravo. On peut l'applaudir. Moi, j'ai un parcours un peu... Je n'ai pas de formation, en tout cas, je suis un peu autodidacte de la production. Comment ça s'est fait par une série de rencontres, d'accidents et d'ambitions, je crois. J'ai fait des études assez longues en me disant qu'il fallait que je fasse du cinéma, mais je ne savais pas quoi et comment, et j'y connaissais pas grand-chose, à part ma cinéphilie de littérature. D'accord. C'est un bon point de vue. Et ça traînait, quoi. Enfin, à un moment, mes parents m'ont dit, il faut que tu fasses quelque chose, que tu travailles. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un stage quelque part dans le cinéma. Et donc, vraiment, j'étais très cinéphile, mais je ne connaissais pas les métiers du cinéma. Et j'ai écrit à une distributrice qui s'appelle Alexandra Neuschberg, Ad Vitam Distribution, parce que j'aimais bien sa filmographie, enfin ce qu'elle distribuait. Et il s'avère qu'elle est corse, et moi aussi, et en fait, du coup, elle m'a embauchée. Alors, ça c'est le premier, ça c'est le début. Et donc, en travaillant avec Alexandra, qui sortait à cette époque Lady Chatterley de Pascal Ferrand, j'ai rencontré Gilles Sandoz, le producteur de Vénus AOT, et donc il faut dire qu'il a emmené Tony au César de la meilleure réalisatrice et Pascal Ferrand au César du meilleur film. Donc c'est un producteur exceptionnel des années 90-2000 quand même. Bon bref, je travaillais chez Alexandra, j'ai rencontré Gilles Sandoz qui était en train de fermer sa 4e ou 5e boîte, puisque c'était un rapport à la production assez flamboyant. Et du coup, il me dit un jour, écoute, viens avec moi, j'ai un petit bureau de 20 mètres carrés, viens avec moi, on va recréer une boîte, et tu seras la meilleure assistante de Paris. Et je lui ai dit, je viens, mais je veux être la meilleure productrice de Paris. Donc voilà, et ça a commencé comme ça. Je pense que ces 2 rencontres, Alexandra Neuschberg, Gilles Sandoz. J'ai accompagné Gilles pendant 5 ans, il m'a appris le métier. Et puis, il y a un moment où j'ai saisi une opportunité de coproduire avec lui un film, puis de continuer comme ça. C'était lequel, du coup ? C'était le premier, c'était J'aime regarder les filles. Je refais pas. Et c'est le premier film que j'ai produit. Et excusez-moi. Et voilà. Et après, j'ai rencontré Robin Campillo. Et voilà, une histoire d'amour et de cinéma a commencé entre nous et a emmené plein d'autres choses. Voilà. Voilà, super. à peu près. Il a fallu une bonne dose d'audace quand même pour s'imposer au début. Et oui, et puis en plus, alors c'est vrai que j'ai beaucoup été cachée, ou en tout cas je me suis cachée volontairement beaucoup derrière des hommes, souvent plus âgés, souvent, enfin des figures comme ça, paternelles, des figures, mais au fond où je leur ai beaucoup volé de choses cachées derrière. Et bon, ben voilà, moi, par exemple, comme Gilles Sandoz dans ma vie, c'est une rencontre fondamentale. Voilà, ça a totalement changé le cours des choses pour moi. Et je pense que je l'ai beaucoup copié.
dans la façon de faire, etc. Puis maintenant, j'ai appris à produire en tant que Marie-Ange Luciani, mais voilà, j'ai beaucoup regardé faire. Voilà. Donc oui, d'audace, d'ambition surtout. Je crois que j'avais vraiment envie. Vraiment envie de produire. Je ne savais pas, je pensais au début que je voulais être réalisatrice. Enfin, j'ai très vite compris que je n'avais pas le talent pour, etc. Et qu'en fait, la production, c'est le métier qui encadre tout, qui entoure tout, qui accompagne tout. Donc voilà, je crois que je suis à ma place. Tout à fait. Moi, je propose qu'on applaudisse chacune. Voilà. Ah, voilà, autour. Ah là là, donc vous travaillez aussi beaucoup sur des projets français, anglo-saxons, étrangers. Voilà. Aussi, oui. Alors moi, mon petit parcours, j'ai commencé, c'est très classique, le Conservatoire de Paris pendant des années. J'y enseigne depuis. Harmonie, contrepoint, écriture, accompagnement au piano, des concerts. Enfin, toute cette vie-là, à la fois un peu monastique quand il s'agit d'écrire, ou les concerts, beaucoup de travail avec des chanteurs, chefs de chant, l'opéra, donc le travail sur les livrets. Je ne savais pas que cette préparation, en fait, pouvait m'amener à la composition, beaucoup pour le théâtre, car je pense que ça a été, en fait, par le théâtre que je suis arrivée au cinéma, en travaillant à la Comédie Française, avec aussi Alain Françon pour toutes les pièces de Tchekhov ou classiques, et j'ai l'impression d'avoir appris à lire des pièces, et le fait de rencontrer des acteurs qui font vivre comme ça et assister aux répétitions, il me semble que c'était une extension de mon travail. Dès que j'ai terminé les études d'écriture au CNSM, eh bien, j'ai eu la chance de faire des albums. J'avais qu'une envie, c'était de sortir de mon milieu classique protégé et travailler avec des albums de pop, rock, rap et compagnie. J'ai fait ça, et je continue d'ailleurs à le faire, et ça me fait tant de bien, donc de travailler avec des rappeurs aussi en 92 et avant. Lesquels? Tout ce qui était... Tous. Ah ouais? Tous. Stomy Bugsy, 113, Oxmo Puccino, Kerry James... et j'en passe, je peux vraiment dire que tous les Français, on était à Black Door, et moi j'étais tellement contente de parler une autre langue avec eux, et on pouvait parler avec des émotions, des adjectifs, des choses beaucoup plus synthétiques qui n'étaient plus du tout théoriques, qui étaient si éloignées de ma formation. Donc c'est ça, mon électrochoc, c'est probablement ça. Et le théâtre avec Gallienne, bien sûr, sur Tchekhov dans Les Trois Sœurs, et je savais qu'il allait faire un film. Il m'a proposé, en ayant écouté quelques extraits de musique, ça m'a fait évidemment plaisir. Et Nanner, la sœur de Mozart, où je me retrouvais encore dans Mozart. Je me dis, pitié, pourvu, ne me demande pas de refaire du Mozart, de faire de la restauration comme je sais faire et comme on va me demander toute ma vie. Pitié, s'il te plaît, peut-elle, cette Nanner, la sœur, avoir quelque chose à dire de décalé, de différent, s'il te plaît. Et bon, voilà les rencontres et le biais. Et Kerry James, et je suis contente parce que je vois Nelly, qui est la monteuse du film, Kerry James, en allant à Nancy, je vais à la gare, et je rencontre Kerry James qui me tapote, j'avais fait son album il y a 9 ans, et qui me demande de faire son film en 3 semaines, bien sûr. Mais je suis tellement contente de retrouver les rappeurs, donc ça me poursuit, c'est trop bien. Yes. Alors vous, Anne, vous avez un parcours un peu atypique, parce que vous avez commencé par l'architecture. Absolument. Donc c'est intéressant aussi que vous nous racontiez un petit peu ce qui s'est passé au début de votre carrière, qui vous a fait partir dans une autre direction. Parce que moi, je ne suis pas du tout d'une famille de cinéastes. Je ne sais rien de cinéma. J'ai failli être médecin, mais j'ai raté mon bac, donc j'ai suivi mes copains en archi. Et puis au bout de 3 ans d'archi, le père d'une amie m'a dit parce que les filles, est-ce que vous voudriez voir un tournage? Oui, super, des stars, des choses comme ça. Donc je suis allée sur un tournage en Normandie. C'était une comédie musicale de Michel Lang, dont le décorateur était le décorateur de Jacques Demy, Bernard Évin. Et là, je regardais toute son équipe qui bricolait, qui faisait des tas de choses, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils font exactement la même chose que moi avec toute ma famille, mes cousins, on faisait des petits spectacles et tout. Mais en plus, ils sont payés. Et là, j'ai dit à mon père, je vais faire du cinéma. Ah oui, passe ton diplôme d'abord. Et je passe mon diplôme. Et ensuite, par un hasard de vie, j'ai rencontré un scénariste
qui m'a fait commencer comme ça, sur le tas. Et un jour, dans ces petits boulots que je faisais, j'ai rencontré au studio de Boulogne le fils de Max Douy, Serge Douy, qui m'a demandé si je parlais anglais, parce qu'il voyait que je bricolais mes petits trucs, un peu à ma manière, parce que je ne connaissais pas trop ce milieu. Je lui dis oui, je parle anglais, et j'en avais fait 3 ans et 10 ans d'allemand, mais je dis oui, parce que je le trouvais extraordinaire, ce décorateur, mais il me faisait peur. Donc il me dit, oui, c'est un petit truc, c'est 5 semaines, c'est payé 2500 francs. Je me disais, waouh, super, je n'étais pas beaucoup payée. Et puis quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit, c'est James Bond. Et là, je me suis dit, pince-toi, dis rien, c'est normal. Donc j'ai commencé sur un James Bond comme deuxième assistante pour être le miroir d'une fille anglaise, Gilly Aziz. Et j'ai fait donc ce premier James Bond de View to a Kill. Puis ensuite, Gilly Aziz, qui était anglaise, est partie faire le suivant au Maroc. Et du coup, je suis partie avec elle parce que je parlais français et anglais. Et donc, je suis rentrée dans l'univers anglo-saxon, enfin dans le métier de décoratrice. Tout de suite. Direct, pratiquement. Mais j'avais quand même travaillé un petit peu sur la Révolution française. J'avais fait un peu mes classes avec Gérard Daoudal, Serge Douy, qui m'avait emmené aussi à Malte pour un film parce que je parlais anglais. Donc, je veux dire, 3 ans d'anglais, dis donc, ça mène loin, hein, finalement. Voilà. Mais j'avais un prêtre curé qui m'avait dit, vous vous souviendrez de moi un jour parce que je suis dure, mais vous saurez parler anglais, ce qui est le cas. Et donc, je veux dire que rater son bac, parler anglais, c'est déjà pas mal. Faire de l'archi, quand on est chef décoratrice, je crois que c'est essentiel d'avoir appris à dessiner. Au moins, si on veut faire des décors en studio. Et puis, ensuite, il y a une grande rencontre pour moi, c'est la rencontre avec Rick Carter. Rick Carter étant le décorateur d'Avatar et de Spielberg et de Star Wars, et de Zemeckis, enfin, et qui est mon mentor, qui est devenu un ami et qui m'a emmenée sur Munich avec lui pour faire tout ce qui était français dans Munich. Et à partir de ce moment-là, il a été un petit peu mon mentor, quoi. Et quelques années après, on m'a donné un scénario. Et j'étais encore supervising art director, je n'étais pas encore chef déco. Et Raphaël Benoliel, qui a cette compagnie qui s'appelle First Step à Paris, m'a donné un scénario, il n'y avait pas de titre. Il m'a dit, Anne, on va faire un devis, il faut qu'on fasse venir ce film en France. Il est venu il y a 4 ans, mais ça n'a pas fonctionné, c'est trop cher. Et ce film, c'était Midnight in Paris. Et en fait, on a réussi à faire revenir le film en France. Et grâce à Raphaël et à Rick Carter, qui a parlé à Woody Allen en disant qu'il pouvait y aller avec moi, j'ai fait mon premier film, enfin mon second. J'avais fait un petit film en Inde, grâce à Ross Katz de Marie-Antoinette. J'avais fait un premier film en Inde, un road movie, qui était magnifique, genre cinéma paradisio à l'indienne, et Midnight in Paris. Et Midnight in Paris, ça a été une rencontre avec Woody Allen, formidable, une carte blanche, parce qu'il m'a laissé carte blanche, et puis une nomination aux Oscars complètement imprévisible. Et ensuite, j'ai fait 2 autres films avec Woody Allen, et puis ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure, quelques gros blockbusters, genre G.I. Joe. Même des séries, oui. Sopranos, Sex and the City. Sex and the City, j'ai fait les 2 derniers épisodes. Ouais. Et puis là, récemment, j'ai fait 2 films français, des petites comédies françaises, mais je suis vite retournée parce qu'on m'a demandé sur ces films. Comment? Je sais pas, je suis plus habituée au système anglo-saxon de travailler. Puis en fait, ça devient un réseau. J'étais au début l'assistante qui parlait anglais en France, puis après, votre nom circule. J'ai aussi fait un Bollywood indien. Et voilà. Et puis ce que j'aime maintenant faire, et j'ai une élève ici, c'est que je dirige le département décor de la FEMIS, et que c'est très important de transmettre, et ça me plaît énormément. Voilà. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, enseignent maintenant. Voilà. Très bien, bravo. Merci beaucoup. Et vous, Anne, aussi, vous avez travaillé avec énormément de très, très grands réalisateurs, de Alain Resnais à Roman Polanski et j'en passe. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce point de départ aussi? C'était pas un point de départ. Hein. J'ai pas commencé par travailler avec. D'accord.
avec Roman Polanski au début de ma carrière. Mais enfin, j'étais quand même assez jeune. Moi, j'ai pas fait d'école. J'ai appris sur le tas. Autodidacte aussi. Autodidacte totalement. J'étais simplement, comme beaucoup de jeunes, passionnée par la musique. Et après, j'ai compris que j'étais passionnée par le mixage parce que j'avais l'habitude de n'écouter qu'un segment de musique en boucle, sans arrêt, et vraiment très jeune. Et c'est quelque chose qui me transportait. Je me suis dit, il faut absolument que je travaille dans ce milieu-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un ingénieur du son dans un studio aux Dames Augustines, maintenant qui est devenu un studio assez réputé maintenant, mais qui ne l'était pas au début quand j'avais 18 ans. Et puis j'ai tout appris. Je voulais connaître le studio par cœur. J'étais là sans arrêt, sans être payée. Et puis un jour, c'était l'été, il n'y avait personne pour enregistrer et j'ai dit moi, je peux le faire. Donc j'ai commencé à enregistrer comme ça des dessins animés, puis des acteurs, puis des bruitages. Et puis je suis restée freelance. Et une grande satisfaction pour moi, c'était que justement, je voulais être embauchée par le studio depuis le début et le mec ne voulait pas m'embaucher parce que ça ne l'intéressait pas. Et le jour où il a voulu m'embaucher, moi j'avais déjà un carnet d'adresses qui m'emmenait partout. Donc je lui ai dit non, c'est trop tard, je suis partie. Et puis voilà, comme ça j'ai pu rencontrer effectivement beaucoup de personnes. J'ai été introduite au studio de Boulogne-Billancourt, où là aussi j'ai rencontré énormément de personnes pour arriver à cette rencontre cruciale, je pense, dans ma carrière avec Gérard Lamps, qui était un des deux mixeurs renommés français et qui m'a proposé d'être son assistant. Donc voilà, on a fait pas mal de films ensemble, mais parallèlement, je commençais à mixer un peu toute seule, ce qui fait que voilà, je pouvais appliquer ce que j'apprenais et comment je gérais un peu tout ça. Mm-hmm. Et puis j'ai profité d'être enceinte pour me faire des récapitulatifs très techniques, purement mathématiques et physiques, où je payais quelqu'un qui venait chez moi m'enseigner. Voilà. Et donc, ça, c'était pas mal, parce que j'étais pas forcément très scolaire. Et voilà, petit à petit, grâce au fait que je parle anglais aussi, j'ai eu accès à justement cette rencontre avec Roman Polanski ou d'autres films français qui venaient mixer en France. Vous avez même fait des films avec Brian De Palma, enfin, il y a énormément. Brian De Palma est venu mixer un de ses films en France et effectivement, voilà, j'ai fait partie de l'équipe. Bon, alors après, là c'était moins à cause de l'anglais, mais Roman Polanski, c'était vraiment grâce à l'anglais. Donc, bon, sûrement aussi, évidemment, mon nom circulait, mais disons que, oui, je pense que c'est ça. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, parlez anglais, parce que c'est pas encore gagné. Hein. En France, j'interviens dans quelques écoles, et là, on m'a demandé de donner des cours d'anglais, technique cinématographique, et les élèves ne parlent pas anglais, quoi. Voilà, le niveau est quand même encore très, très faible. Donc, il faut voyager... Et puis, pour avoir des choses à dire, il faut voyager. Pour avoir plus d'opportunités. Merci beaucoup. Sony, vous êtes productrice, réalisatrice, actrice, vous êtes activiste aussi. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter... Alors évidemment, on ne veut pas tout savoir, mais quand même, si vous pouvez nous raconter quelque chose du début de votre carrière qui pourrait être intéressant pour... moi, j'étais actrice, effectivement. Et quand la scène était finie de tourner, j'avais absolument aucune envie de quitter le plateau. J'avais envie de regarder tout ce qui se passait, la caméra, où, quoi, comment, les plans de travail, les techniciens, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de vivre dans un film. Réellement. J'aurais pu vivre même dans un film... je crois que j'aurais pu vivre dans Les Demoiselles de Rochefort. Donc, complètement. Donc, je me suis rendu compte qu'actrice ne me suffirait pas.
Mais je suis autodidacte, je n'ai pas mon bac, je ça, donc je me suis demandé comment faire. Et c'est en essayant de voir ce que j'aurais envie de raconter et en arrivant à écrire un scénario que je suis arrivée à la réalisation, en ayant le bol, dans les années 80, de tomber sur un producteur qui était Charles Gassot, qui venait de faire un très grand succès, qui était La vie est un long fleuve tranquille, qui avait énormément d'argent et qui avait la générosité de dire c'est une fille, elle est sympathique, on y va. On était quand même très très peu nombreuses. À l'époque, il y avait Agnès Varda, Nelly Kaplan, et la première qui avait vraiment investi le territoire de la réalisation, c'était Christine Pascal, qui était aussi une actrice. Et bizarrement, je pense que les actrices, Nicole Garcia, moi, Christine Pascal, ont été les premières, pourquoi je ne sais pas, mais à un peu investir le domaine de la réalisation. Je ne sais pas s'il faudrait l'analyser, pourquoi, comment, mais voilà. Et puis, donc, j'ai eu la chance de faire ce film qui était assez raté, très compliqué parce que voulant raconter une histoire intime mais trop pudique, voulant en faire un film burlesque, les deux ne sont pas compatibles. Je l'ai compris beaucoup plus tard. Et j'ai recommencé après, et je crois que j'ai fait mon premier film avec le deuxième. Voilà, qui n'était pas très catholique, avec Anémone, qui a été sélectionné en compétition officielle à Berlin. Et voilà, et les choses ont vraiment commencé. Une sélection comme ça dans un grand festival au tout début d'une carrière, ça peut... Oui, c'est l'idée que, surtout après avoir fait un film dont on sait qu'il est raté, c'est-à-dire qu'on peut réussir après avoir raté. Comment vous dire ? C'est possible, on peut faire fruit de ses erreurs, comprendre pourquoi on s'est pris les pieds dans le tapis, etc. etc. Et le deuxième film ressemblait à un premier film. Ça peut... Enfin, à la fois dans la sincérité, dans sa forme, etc., etc. Et donc le fait d'être sélectionné en compétition officielle, et puis ça a été un film qui a été curieusement un succès, enfin curieusement parce que je ne sais pas pourquoi curieusement, un succès à l'étranger, en tout cas en Allemagne. Voilà, ça a été, oui, ça a été peut-être le démarrage. Et puis après, voilà, j'ai continué. Et grâce à Gilles Sandoz qui m'a ramassé dans le caniveau, parce qu'à l'époque j'étais dans le caniveau. Mais il est super ce Gilles. C'est lui qui a produit Vénus Beauté, que personne ne voulait financer parce qu'on me disait, ça se passait dans un institut de beauté, on disait mais c'est que des histoires de vieilles peaux, des histoires de... Enfin, c'était assez misogyne et violent, ce que j'entendais. On disait que Nathalie Baye était une vieille actrice usée, fatiguée, etc., etc. J'ai quand même entendu des trucs qui, à l'époque, étaient... Et moi, je ne voulais pas lâcher Nathalie. J'avais une espèce de confiance dans le fait qu'elle incarnait justement quelqu'un... C'était à la fois une actrice connue et à la fois quelqu'un qui pouvait jouer... Pas une ouvrière, mais quelqu'un qui travaillait dans un petit commerce. Il y avait quelque chose de crédible. Et donc, je n'arrivais pas à le monter. Ça a duré 4 ans. Et Gilles Sandoz, qui est un pirate, qui est un flambeur, et quelqu'un qui a réussi, comme ça, je ne sais plus exactement comment, à monter le film avec très peu d'argent. Mais voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu les Césars du film, du scénario, de la réalisation. Voilà. Et le film a voyagé partout dans le monde. Et le film a voyagé partout dans le monde. Mais je dois dire, j'ai aussi été sauvée par une femme qui est disparue maintenant, et qui était Fabienne Vonnier, Pyramide, qui est la seule personne qui a bien voulu distribuer le film, sinon le film n'existait pas, il n'y avait aucun distributeur qui voulait faire ce film, et qui a eu l'idée de génie, et je pense que je dois mes Césars en partie à ça, c'est qu'elle a envoyé la cassette à tout le monde. À l'époque, c'était une VHS, et c'est la première à avoir fait ça. Et après, évidemment, tous les garçons ont dit que c'était à cause de ça que j'avais gagné les Césars, ce qui est peut-être vrai. Enfin, je veux dire, je ne conteste pas que ça a joué. Mais en tout cas, l'année d'après, je peux vous dire qu'ils ont tous envoyé des cassettes. Parce que forcément, or l'idée, elle vient de Fabienne. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est un garçon, Gilles Sandoz, une femme, Fabienne Vonnier, qui ont été des personnes, indépendantes, imaginatives, et qui avaient une sorte de confiance dans un sujet qui était potentiellement un peu à part. Voilà. Et si on pouvait... Marie-Ange fait partie, je crois, des producteurs de cette tonalité, de cet acabit, dont nous avons vachement besoin pour pouvoir continuer à faire du cinéma comme on l'aime.
Voilà. Merci. Et vous, alors Sylvie, là vous travaillez également avec des réalisateurs français, américains, la Roger Avery, Lucky Day. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi peut-être une rencontre ou quelque chose qui s'est passé? Oui, des rencontres, il y en a beaucoup et elles ont toutes compté à différents niveaux. Et moi, je viens de Marseille, donc j'ai 800 km pour venir faire du cinéma parce que je ne savais pas non plus très bien ce que c'était faire du cinéma. Vous avez étudié le cinéma ou Je n'ai pas étudié le cinéma. Je n'ai pas étudié grand-chose d'ailleurs. Non, mais c'est super parce qu'on a vraiment un panel de self-made women. À part la vie. Et faire ce métier est une grande chance parce que j'étais passionnée par les histoires. Raconter des histoires est quelque chose qui m'a toujours transportée. Et le cinéma en faisait partie, parce que j'avais franchement aucune idée de ce que ça voulait dire, ni même la moindre once de relation à ces métiers. Et j'ai débarqué à Paris, trouvé un stage dans lequel j'ai pu expérimenter énormément de choses. C'était chez qui ce stage? C'était dans une association à Gennevilliers qui fabriquait des programmes très internes à cette mairie communiste qui avait décidé de faire de la culture quelque chose d'important. D'accord. Donc, c'était il y a quelques temps déjà. Mais grâce à eux, j'ai pu expérimenter pratiquement toute la chaîne devant, derrière la caméra, ce qui m'a permis de savoir qu'il y avait des endroits dans lesquels il valait mieux que je n'aille pas, expérimenter des choses. Et je suis tombée amoureuse de mon métier. J'ai atterri sur un banc de montage. À l'époque, c'était même fait en vidéo. Et je suis tombée amoureuse de ce métier. La première chose que j'ai jamais montée, c'est une pièce de théâtre. Et le déclic a été là et je n'ai jamais lâché. C'est-à-dire la retransmission? C'était une retransmission, d'accord. Mais il fallait que ça soit un peu intéressant et que ça ne soit pas juste un plan. Ah oui, c'est un challenge, ça. Oui, j'ai toujours beaucoup aimé les challenges. Et mon métier m'en propose beaucoup parce que je peux monter il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires à raconter de 1000 façons. Et c'est ça que je trouve intéressant, de monter des publicités, raconter une histoire en 30 secondes, et raconter des histoires avec des documentaires, qui pour moi a été la seule école dans laquelle j'ai appris énormément de choses dans la narration, c'est les documentaires, parce qu'il faut aller chercher les émotions, rien n'est prévu. Et finalement, cette école-là, elle me sert beaucoup dans mon métier dans les fictions parce que la beauté de ce que donne un acteur avec un instant si impalpable et le fait d'aller rechercher la fulgurance qui arrive parfois dans une prise, c'est quelque chose qui me suit tout le temps et que j'ai appris avec les documentaires, beaucoup, de produire des émotions avec quelque chose de pas prévu. Et donc, voilà, c'est ma première rencontre qui a été décisive dans mon métier, c'est la rencontre avec mon métier. Je suis tombée amoureuse de ce métier. Qui est un métier qui, a priori, a l'air tellement technique qu'on se dit on ne peut pas l'apprendre sur le tas. C'est impossible d'apprendre le montage. Pour apprendre le montage, c'est assez facile, surtout maintenant. Techniquement, il suffit d'un point d'entrée et d'un point de sortie. Ça parlera à tous les étudiants qui sont là. Ils vont essayer, c'est quand même assez compliqué. Oui, après, il y a des machines, mais c'est un peu comme une voiture. Quand on rentre dans une voiture, si vous n'avez jamais conduit en Angleterre, vous passez votre temps à mettre la main dans la portière parce que c'est de l'autre côté. Mais après, ce ne sont que des machines. Les films, ce ne sont pas les machines qui les font, c'est les acteurs, c'est nous. Et raconter une histoire, choisir quelque chose et le mettre à part et le mettre en valeur, techniquement, c'est un point d'entrée, un point de sortie. Tout le monde est capable de le faire. Après, il ne faut pas s'arrêter aux machines. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on arrive, en tout cas dans la salle de montage, à mettre en valeur tout ce que vous avez fait. De travailler en équipe. Peut-être à part Anne qui est avec moi. C'est tous ces efforts dont on oublie parfois
il y a 4-5 ans qui séparent le début d'une idée à l'arrivée dans une salle de montage. Alors bon, on arrive les réalisateurs, les producteurs arrivent toujours un peu amochés, un peu fatigués, mais et notre devoir à nous, c'est d'amener le film avec tous ses efforts à quelque chose de encore plus qui dépasse l'origine de l'idée. Donc c'est je divague complètement. Non, mais merci beaucoup de partager. Alors peut-être que ce qui serait intéressant, c'est parce que quand même la plupart des secteurs dans lesquels vous êtes, c'est des secteurs qui sont dominés par des hommes. Enfin, il y a une majorité d'hommes. Dans quelle mesure est-ce que ça a été un atout d'être une femme dans ces milieux-là? Un atout? Oui, que ça vous a oui. Ah oui? Oui. Un atout ou un handicap. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, dans vos expériences respectives, à chaque fois, il y a quand même eu une présence masculine bienveillante qui vous a permis de... C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça ne pourra arriver qu'avec des présences bienveillantes masculines. Donc il faut absolument qu'il y ait des relais et une réelle parité, mixité pour que ça se passe. Oui. Non, mais par exemple, je ne sais pas, au montage, au son, même aux effets visuels, c'est impressionnant parce que quand on regarde votre filmographie, il y a tellement de gros blockbusters d'action, etc. Et on se dit, peut-être que, je ne sais pas, un réalisateur se dit, tiens, j'aimerais bien avoir une femme qui travaille sur les effets visuels de mon film parce que peut-être qu'elle va avoir une patte, quelque chose de différent. C'est dans cette mesure-là que... Je ne saurais pas si... Enfin, dans mon expérience personnelle, j'ai eu pas mal... Enfin, j'ai eu 2-3 mentors, tous masculins, oui, c'est vrai. Mais enfin, je pense pas que j'ai été choisie parce que j'étais une fille. Je pense que monter dans ma carrière, c'était parce que j'étais organisée. Je planifie tout en avance, j'anticipe et aussi proposer énormément de possibilités créatives et être prolifique un peu pour pouvoir montrer au réalisateur ou au superviseur qui est au-dessus de moi, dire voilà, vous avez ça. On peut faire toutes les possibilités que vous voulez. S'il y a d'autres choses que vous voulez changer, tout ça. Enfin, essayer d'essayer d'être la meilleure dans mon travail. Enfin, d'avoir quelque chose à prouver. Mais je pense pas que ce soit une question d'homme ou femme. Je pense que c'est une question de personnalité. Et je pense que l'ambition aussi est quelque chose de très important. Pas forcément d'une manière péjorative, mais plus d'une manière de vous propulser en avant, de fournir l'effort, tous les efforts et le temps et la passion pour pouvoir avancer et aussi prouver que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Parce que, bon, tous ces métiers, au final, c'est des métiers de passion. Le cinéma, c'est un métier de passion. Si on est là pour faire ces 8 heures de travail, en général, on ne perce pas vraiment, quoi. Mais donc, comme c'est un métier de passion, vous voulez vraiment donner 200% et dans ce que vous faites. Et vous voulez donner le meilleur résultat. Et je pense que c'est pour ça que qu'on m'a proposé toutes ces possibilités-là, que j'ai eu toutes ces occasions de travail et tout ça. Mais c'est vrai aussi que y a des noms comme ça qui viennent au fur et à mesure de votre carrière. À Buff, pour moi, c'était Pierre Buffin. Après, j'ai eu la chance de travailler avec Jake Morrison, qui était un superviseur de chez Marvel. Très, très intéressant de voir une nouvelle manière de travailler. Et après, Adam Valdez, qui est à MPC, qui travaille à MPC à Londres, qui m'a aussi donné énormément d'opportunités. Dont je suis tombée amoureuse aussi. Donc, on est ensemble. Enfin, bon, bref. C'est une autre histoire. Mais c'est vraiment ça.
un métier de passion et d'avoir aussi des opportunités et tout, mais aussi de rencontrer des gens au bon endroit, au bon moment. Mais je pense pas... Enfin, j'ai vraiment pas la sensation que j'ai été choisie pour certains films. C'est pas le fait d'être une femme, c'est peut-être le fait, comme on en a discuté un petit peu, que vous ayez peut-être une sensibilité différente ou voilà, que vous apportez quelque chose de différent. Alors peut-être que c'est votre spécificité à vous et c'est pas forcément le fait que vous soyez une femme. Je pense que c'est vraiment, chacun a quelque chose à apporter. De par son parcours, de sa culture, de tout, enfin de sensibilité, de particularité aussi. Pour faire un film, il faut tellement énormément de gens. C'est pas, enfin bon, c'est vrai aussi qu'on peut faire un film tout seul maintenant, devant son ordinateur et tout ça. Mais ce qui est beau dans ce métier, c'est la collaboration. Et je pense que chacun a sa sensibilité et chacun a quelque chose à apporter à un projet. C'est des équipes. En fait, vous dirigez des grandes équipes. Sur le dernier film, par exemple, Le Roi Lion, il y avait combien de... Alors, pour des questions de confidentialité, je ne peux pas parler du Roi Lion, malheureusement. Mais pour le livre de la jungle, je suis... 7 supervisors. Je m'occupe des environnements. Et dans l'équipe des 7, on avait au maximum, on a eu 120 personnes. Donc combien de femmes, hommes, c'est quoi le ratio? Alors le ratio, je ne saurais pas vous dire exactement, parce que bon, on avait des équipes à Bangalore, donc on travaillait avec des gens, enfin MPC a une annexe à Bangalore, donc on travaillait de manière très proche à Bangalore, et le studio à Londres. Et bon, il y a énormément de différentes nationalités, mais c'est vrai que dans les effets spéciaux, il y a une majorité d'hommes. Sur le film, je ne me souviens plus exactement, il y avait une majorité d'hommes, mais il y avait quand même pas mal de femmes aussi. Il y avait 80% d'hommes et... C'est quoi Je pense qu'on était plus dans les... Peut-être dans les 70 et 30%, 70% d'hommes et 30% de femmes. Mais bon, dans notre branche, il y a énormément plus de femmes. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, ouais. C'est un métier qui commence à devenir populaire au sein des femmes. Super. Et vous, alors, peut-être une anecdote ou quelque chose sur le fait d'être une femme dans des milieux quand même qui sont majoritairement... Alors, je ne sais pas dans votre secteur s'il y a plus de parité aujourd'hui ou pas. Non, c'est toujours principalement des hommes. Ouais. Juste à titre d'exemple, on doit être 80 dans l'association et il y a 15 filles. D'accord. À peu près 15 femmes. D'accord. Moi, j'ai eu une expérience où on m'a... Parce que j'étais femme, j'ai fait un film. C'est ce petit film indien. Il y avait 2 raisons aussi. C'est parce que j'étais française et que le réalisateur indien aimait le cinéma français. Et parce que j'étais une femme, parce qu'il avait envie que dans son film, il y ait cette part féminine que lui n'avait pas. Et donc, c'était vraiment pour lui important. Et il avait pris un directeur de la photo français aussi, pour les mêmes raisons, et pour que tous les deux on ait cette approche féminin-masculin dans son film. Donc c'était plutôt intéressant. Sinon, effectivement, on travaille beaucoup avec des hommes, on fait un métier d'homme, mais en même temps, dans mon équipe, on est moitié-moitié. J'ai un assistant qui est un homme. Oui, parce que vous assemblez vos équipes. Voilà. Comment on appelle ça quand vous assemblez votre équipe? Non, il n'y a pas de... Non, non, c'est... Ah non, ça c'est l'ensemblier, c'est la personne qui s'occupe des meubles. D'accord. C'est ça que vous vouliez. Non, mais elle est assez équilibrée. D'accord. Et alors, curieusement, à la Fémis, il y a plus de filles. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, dans les écoles, il y a un ratio qui est plus ou moins équilibré. Bon, il y a peut-être des choses de la vie qui font que les femmes préfèrent peut-être qu'on fait une famille ou autre chose, mais je ne pense pas que ça soit lié réellement
Enfin, pour moi, parce que je sais qu'on a quelques décoratrices et avec moi, on a de temps en temps des réflexions qui nous font un peu bondir, du genre, vous les filles, vous faites des petits films, non? Oui, non, c'est vrai. Voilà. Tout à fait. On va leur étaler nos films en studio, comme ça. Mais bon, c'est très rare. C'est rare, et puis je pense que c'est une habitude, mais sinon, j'ai eu une fois une expérience avec Serge Douy qui était un peu inquiet. Alors évidemment, je parlais anglais, il n'avait pas trouvé d'assistant qui parlait anglais, pour aller à Malte, parce qu'on avait un projet qui était de désosser un cargo dans les docks maltais. Il avait peur que je me fasse violer dans un coin et tout. En fait, il n'a pas trouvé d'assistant qui parlait anglais. J'y suis allée. Alors, ça a été l'inverse qui s'est passé. Ils ont tous travaillé. Non, ils ont tous travaillé parce que j'étais une femme beaucoup plus. Ils n'avaient pas les machos qui voulaient vraiment. Non, c'était voilà. Donc j'ai pas et jamais dans les parce que je fais essentiellement des films anglo-saxons et les décorateurs ou décoratrices ont fait des castings et ça n'a jamais été vraiment parce que j'étais une fille ou pas, mais surtout parce que j'étais motivée, parce que... Vous aviez la niaque. J'avais la niaque, parce que le projet, je l'avais préparé, parce que je suis arrivée, c'était comme ça avec Ray Fiennes, je sais qu'il y avait il y avait d'autres personnes, mais je m'en suis même pas rendu compte, parce que je suis arrivée tellement boostée qu'il n'a pas pu faire autrement que dire, bah c'est bon. Mais c'était drôle. Voilà, non, et puis c'est un avantage quelquefois aussi, je trouve que... Voilà. Dans quelle mesure, du coup? Ben, je sais pas, quelquefois les hommes sont charmés, donc on a fait des choses. Bon, ça c'est totalement politically incorrect. Non, You didn't hear it. C'est politically incorrect. Mais c'est vrai. Non, mais c'est au sens. Non, bien sûr. C'est pas. Oui, non, voilà. Bien sûr. Mais c'est-à-dire la sensibilité féminine, qu'on entend beaucoup, c'est comme French touch. Enfin, c'est des termes un petit peu. On ne sait pas vraiment si ça existe. Homme-femme. Cette sensibilité féminine, est-ce que ça existe ou pas finalement? Mais moi, je l'ai vu avec Rick Carter, par exemple. Il a sa sensibilité, moi la mienne, et les deux ensemble faisaient des choses extraordinaires. C'est ça que je veux dire, c'est complémentaire, je crois. Non, mais d'accord. Et vous, Tony? Oui, c'est ça, c'est complémentaire. Moi, j'ai toujours extrêmement bien travaillé avec des hommes, des garçons. Voilà, j'ai eu une mauvaise expérience sur mon premier film. N'ayant pas d'expérience, j'avais beaucoup travaillé en amont. Je suis mauvaise en dessin, donc j'avais écrit et décrit tous les plans que je voulais faire. À l'époque, il n'y avait pas de combo. Et donc, à chaque fois que je racontais à l'opérateur ce que je voulais faire, il fallait que je mette mon œil dans la caméra pour vérifier que ce que j'avais écrit tenait la route. Le deuxième jour de tournage, ce salopard a mis des manivelles. Il faut 5 ans pour savoir faire tourner des manivelles, pour faire tourner la caméra comme ça, comme ça, comme ça. Je n'ai plus jamais pu regarder un plan du film. Ça s'appelle une prise... Ça, je l'ai compris plus tard. Hein. Sur le moment, je me suis dit, je suis nulle, je ne sais pas faire les manivelles. J'ai tout pris sur moi. Et après, j'ai compris que c'était une façon de m'empêcher complètement d'avoir... Sinon le pouvoir sur mon film, en tout cas, je lui décrivais le plan et il faisait ce qu'il voulait. Voilà. Alors après, et quand on n'a pas les moyens de voir ce qui se passe, donc c'est la seule fois où j'ai ressenti... Voilà. Et le film d'après, j'ai eu un opérateur qui était Dominique Chapuis, qui était un type magnifique, généreux, qui m'a, au contraire, tout donné, tout appris, tout porté. Donc ça dépend vraiment des... Oui, ça dépend. Mais c'est vrai qu'avec les équipes techniques qui sont vraiment majoritairement des hommes, parfois les réalisatrices ont du mal à se faire entendre. Enfin, je l'entends beaucoup en tout cas. Il y a dans certaines... Il y a un côté riri, fifi, loulou, laisse, c'est trop lourd pour toi. Il y a un peu ce côté-là de temps en temps. Voilà. Mais globalement... Et ça change peut-être. Oui, les nouvelles générations peut-être... Je trouve. D'accord. Moi, il me semble que... En tout cas, il me semble qu'il faut... Pour que les femmes puissent avancer de plus en plus, il faut que de chaque côté, on pense mixité, parité, mixité. C'est-à-dire ensemble. Qu'ensemble, on réfléchisse au fait que c'est mieux. Mixité, diversité, parité. C'est-à-dire un espèce de mélange qui ressemble un peu au monde dans lequel on vit. C'est ça ce que les jeunes gens doivent comprendre, faire voir, c'est que ça ressemble le plus possible au monde dans lequel on vit et que ça s'applique à la fabrication
des films, mais aussi partout dans toutes les entreprises, d'une certaine façon. Parce que c'est comme ça qu'on risque d'avoir les meilleures idées. Je ne sais pas s'il y a une sensibilité féminine. Je crois qu'on a... Enfin, là, je vais partir dans les trucs. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord, je trouve que ce qui est important, et il y a des habitudes à changer, elles changeront, ça prend du temps, on le sait, mais je trouve que ce qui est, dans un film en tout cas, ce qui est super, c'est les points de vue différents. Les points de vue différents, ils sont aussi inhérents à qui on est, et qui on est et d'où on vient. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a des films qui font réfléchir, des films qui font rêver, il y en a qui font pleurer, il y en a qui donnent des envies. On a tout travaillé. Je pense à 120 battements par minute. Quand à la radio, on entend le matin, il y a eu une recherche qui a abouti. Il y a des gens qui sont malades du sida qui peuvent arrêter leur traitement. Parce que 120 battements par minute a existé, qu'on a vu ces histoires-là, ça résonne. Enfin, c'est plus juste une information qui est loin de moi, parce que j'ai participé à la vie de ces gens. Ils sont incarnés, et du coup, ces diversités-là, elles sont hyper importantes. Et je pense que c'est ça qui est important à vous transmettre aussi, quoi. Et surtout, c'est en train de... Enfin, on va pas... C'est rigolo parce que depuis où c'est rigolo, c'est que depuis toute cette histoire qui est très belle, d'une mutation de société, etc., on est un peu pris nous-mêmes à notre propre piège, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes que des femmes invitées ici parce que nous sommes des femmes. Donc d'un seul coup, on est une espèce d'espèce singulière, particulière, où on aurait... Donc c'est un peu... Il faut faire attention de ne pas tomber dans cette espèce de piège où maintenant on serait en train de commenter nous-mêmes ce que nous sommes en train de vivre et être piégés dans ce commentaire. Moi, ce que je regarde et ce que je peux voir et ce que j'imagine avec optimisme et enthousiasme, c'est que la société est en train de changer, que quand on parle de la féminisme, quand on parle de... Eh bien, c'est les gens de demain, c'est demain qui arrive, c'est l'avenir, et je l'espère, et on a raison de se battre et même de le commenter ici, mais il est en train d'advenir, enfin, de venir à nous. Voilà. Je crois, en tout cas. Non, c'est vrai qu'il y a eu énormément de... Il faut juste qu'on fasse attention là, parce qu'on parle de l'importance des sensibilités, etc. etc. Alors c'est vrai, peut-être qu'on se venge sur des siècles d'absence de présence féminine dans le... Et donc du coup, là, on est là massivement représenté, etc. Et peut-être qu'on a le droit, certainement même, mais il faut penser, enfin voilà, moi aussi, là, je m'en mets un peu les pinceaux, il faut penser que ce qui arrive, c'est bien. Enfin, moi, en tout cas, je suis productrice, je me rends compte que même les personnes, maintenant, à qui je m'adresse dans les chaînes de télévision, la représentante du CNC aujourd'hui est une femme, France Télévisions, France 2, France 3, nos interlocutrices sont des femmes, et je suis optimiste, quoi. Et moi-même, je me pose des questions. Je produis que des garçons. Alors tout le monde me dit, mais alors heureusement, il y a Muriel et Delphine Coulin là qui sont dans la salle. Et comme elles sont deux, du coup, je me dis c'est super. Là, j'ai signé pour 5 ans de parité au film de Pierre. Non, mais par rapport à la levée des budgets, etc., parce que c'est vrai qu'en France, on est assez bien lotis. On a, je crois, à peu près 25% de réalisatrices. Ce qui est vraiment pas mal en Europe, mais par contre on voit que c'est souvent pour des budgets assez restreints, enfin en tout cas des plus petits budgets. On a l'impression que c'est plus compliqué pour une femme réalisatrice de produire des films avec des budgets au-delà d'un... Moi, je crois que c'est vrai. Il ne faut pas avoir peur de... J'espère, mais il ne faut pas avoir peur de dire des vérités qui ne sont pas des clichés, c'est des réalités. Je crois que mais comme dans toutes les professions, d'ailleurs, c'est toujours un peu plus difficile pour une femme. Il faut parler plus fort, il faut s'agiter davantage. C'est toujours plus difficile, mais bientôt... Enfin, j'espère. C'est comme... J'espère que bientôt, on n'en parlera plus. Mais oui, je pense que les budgets, et encore en France, on est tous dans la même galère. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour monter un film d'auteur indépendant, c'est difficile pour
tout le monde. C'est extrêmement compliqué, mais je pense aux États-Unis, aux films de studio, etc. Enfin, c'est pas une aberration que de dire qu'il n'y a pas de femmes, ou très peu de femmes, et que c'est pas rien. Même on regarde les Oscars cette année, il y a eu tout un tapage l'année dernière, etc. Ce qui revient cette année, là encore, c'est qu'il n'y a aucune femme en meilleur réalisateur, en meilleur film. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est en train d'arriver. Voilà, toute cette profession qui se féminise. Tu disais, Tony, que tu étais seule dans les années 80, que vous étiez quelques-unes. Je regarde aujourd'hui, moi en tout cas, ceux qui accompagnent ma vie intellectuelle et sont des femmes cinéastes en ce moment, voilà, qui sont des modèles. Moi, j'ai eu des modèles masculins, mais je pense qu'à l'avenir, les modèles féminins vont aussi s'imposer parce qu'il y en a de plus en plus. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ça change alors du coup? Vous parliez de là, à un moment donné, vos rendez-vous avec les chaînes, etc., pour préfinancer les films. Qu'est-ce qui fait que ça change? Moi, j'ai une anecdote. La première fois que j'ai eu une rendez-vous avec une chaîne de télévision, je tairai et la chaîne et le nom de la personne qui est en face de moi, mais c'était un garçon. J'étais avec un réalisateur et Gilles Sandoz, et je portais un peu le projet, donc j'étais là, et c'est vrai que je m'agitais un peu plus. De toute façon, je suis agitée en général, mais alors là, c'est et du coup, alors que je pitchais le projet, que j'étais en train de... En fait, le mec en face de moi, hein, qui dirigeait la chaîne, ne m'a jamais regardé, ne m'a jamais adressé la... Alors bon, en plus, j'étais jeune, je pense qu'il y avait un truc de crédibilité, de légitimité un peu... Et en fait, ne m'a absolument pas parlé pendant tout ce rendez-vous. Voilà. C'est-à-dire, alors que je parlais, hein, et en fait, il répondait au réalisateur et à Gilles. Moi, j'étais complètement... Je me suis dit, oula, alors là, ça va être compliqué. Bon, voilà. Et bon, et après, on trouve d'autres... Mais c'est vrai qu'en France, quand on est jeune, c'est quand même un handicap, on a l'impression, dans ce métier en tout cas. J'ai l'impression que les anglo-saxons sont un peu différents, ont une approche différente avec les jeunes. Ça, c'était il y a 15 ans, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression... Enfin bon, après, je ne sais pas si ça pourrait encore arriver à tel point. Je sais pas, mais c'est vrai que c'était fou. Je suis toujours un peu victime de l'image qu'on renvoie. Ouais, c'est très long de se dire que l'image qu'on renvoie n'est pas soi et de lutter pour finalement exprimer des choses au-delà de l'image qu'on renvoie, quelle que soit la couleur, la religion, etc. Enfin, le débat est très vaste, mais il me semble que c'est ça. L'ambition, elle est peut-être là, d'arriver à s'exprimer au-delà de l'image qu'on peut renvoyer. Une image douce, une image énervée, une image agitée, une image calme, consciencieuse. Ce sont jamais que des images. Et s'exprimer, c'est avoir des choses peut-être à dire avec d'autres. Je pense que l'image, elle colle un peu. Voilà, avec tous les handicaps et les qualités que ça peut aussi véhiculer. On peut en profiter de cette image après tout. On n'est pas seulement victime de l'image. C'est super aussi, cette image. On peut en user. Mais je pense qu'une femme, c'est aussi qui crée, n'use pas de grand-chose. Elle s'active. Et par rapport à la négociation des contrats aussi, c'est quelque chose qui est assez important, puisque c'est des métiers, par exemple au montage, au son, à la décoration, où les contrats sont souvent finalement signés après le tournage. Comment on arrive à s'imposer et à faire signer les contrats au bon moment ou dans les bons termes? Peut-être qu'après ça, on pourra poser des questions à tous ces jeunes. Ouais, c'est surtout que les contrats de tout le monde sont toujours signés. Ouais. Le film est quasiment fini. Mais ça, c'est incroyable parce que... Ça, c'est le problème d'agents qui n'ont pas assez de personnel, qui juridique, machin, c'est très compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Et c'est un miracle que l'acteur ne parte pas aux fraises parce que finalement, on n'a pas signé son contrat. Et vous avez cette expérience aussi, Anne? Non. Là, on m'a fait signer mon contrat avant que je commence. Ah bah, lucky you. C'est Netflix, donc je ne sais pas. C'est Netflix, la série de Damien Chazelle, d'accord. Oui, c'était juste pour terminer les différences entre les anglo-saxons et les français. Qu'est-ce que vous percevez, vous, comme différence dans la perception de votre métier, de votre rôle, du rapport, même homme-femme? Comment est-ce que ça s'articule? C'est difficile à analyser. C'est peut-être plus corporate avec les anglo-saxons. Comment ça se passe? Moi, par exemple, mon métier, je n'ai pas tellement conscience que homme-femme, j'ai l'impression qu'on était à peu près moitié-moitié en France, ce qui est à peu près le cas, je crois. Et en montant le 5e élément à Los Angeles, j'ai compris
que en fait, c'était... tout le monde me disait, c'est génial que tu montes ce film. C'était génial que je monte ce film, point. Et en fait, c'était pas génial que je monte ce film parce que le film était génial, c'est juste parce que j'étais une femme qui montait un film à effet spécial. Ouais. Et j'ai pris conscience de ça à ce moment-là, mais déjà, moi, je vivais déjà un rêve de toute façon, donc c'était déjà génial en soi. Et donc, il y a une différence de culture, il y a une différence de perception. On la connaît, elle est évidente. Il se trouve qu'on est dans un pays dans lequel, dans nos métiers, il y a une proportion plus importante de femmes. Après, effectivement, je dirais, si on travaille bien, qu'on travaille beaucoup et qu'on a du talent, on peut arriver à faire sa route un peu partout, quoi. D'accord. Vous voulez dire quelque chose? La seule chose que j'ai notée, c'est que d'avoir été nommée aux Oscars pour les Anglo-Saxons, c'était formidable. Je pouvais même le mettre sur ma tombe à ma mort. Mais qu'en France, quand je dis ça, on me dit « Ah ben non, j'ai voulu faire une petite comédie avec un réalisateur que j'aimais bien. » La production a refusé en disant que j'étais du lourd. Et il n'a pas pu... Et alors que c'est complètement faux, parce qu'il y a des tarifs syndicaux, et puis qu'ensuite je fais aussi un court-métrage par an gratuitement, avec 500 €. Donc c'est la seule chose que j'ai remarquée. Et là, ça change. C'est en train de changer un petit peu. Oui, parce que je l'ai dit, donc finalement, j'ai été approchée par un réalisateur français. C'est vrai que gagner un prix en France, ça peut être... J'ai des collègues qui m'ont dit que d'avoir un César, ça les avait fait arrêter de travailler pendant 1 an. Oui, beaucoup de choses. D'accord. Bon. Oui. Sur ce, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, allez-y, Serge. Oui, bien sûr. Jeune étudiant de la FEMIS. D'abord, je voudrais avoir le privilège de parler en premier en tant qu'homme. Oui, c'est vrai. C'est un privilège de parler en tant qu'homme avant les autres. D'abord, de vous dire que c'est très agréable de vous écouter, parce qu'il y a une lucidité, un mélange d'opinions extrêmement, une diversité des opinions, etc. Moi, la chose qui me semble l'enjeu d'aujourd'hui, dans le cinéma, Tony l'a un peu dit, c'est l'enjeu, la bataille aujourd'hui, c'est de considérer qu'une femme, une artiste, une réalisatrice, peut avoir la responsabilité entière d'une œuvre. Ça, c'est assez récent quand même. Tu as cité des noms. Agnès Varda, on connaît, Daoulier, quelques noms, on en parlait avec Isabelle. Chantal Akerman, Colline Serrault, Catherine Breillat. Aujourd'hui, c'est le passé. Le présent, pour moi, l'enjeu artistique, mais aussi humain, c'est de pouvoir considérer, et on est en train lentement d'y arriver, qu'une femme peut avoir l'ensemble de la responsabilité de tout ce qui concourt à faire un film. Et vous l'avez très bien dit sur le plan de la production, des effets spéciaux, de la technique, mais c'est pas encore vraiment là, quoi. C'est-à-dire que on peut, le montage en France, les grandes références dans le montage sont des femmes. Tous les grands cinéastes de la Nouvelle Vague avaient des femmes. D'avoir une équipe intégralement féminine. Non, pas du tout. On est non, d'accord. c'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'une femme puisse avoir le même accès. Non, que ce soit une œuvre dont la femme est la responsabilité entière, en confiant d'autres responsabilités à des hommes ou à des femmes, peu importe. Mais c'est ça qui est nouveau, relativement, et minoritaire, disons-le, minoritaire. Mais c'est ça qui, à mon avis, doit grandir et doit pousser. On doit souhaiter que cela advienne, qu'une femme vraiment propose une œuvre en disant c'est mon regard, c'est mon point de vue, vous voyez, et pas dans une comment dire, pas dans une ressemblance ou un mimétisme avec ce que fait un homme et ce que font très bien les hommes, ou d'ailleurs ce que font très mal les hommes aussi. Il y a des très mauvais films faits par des hommes. Enfin, même la majorité sont de très mauvais films. On le sait bien. C'est très difficile. C'est très difficile de faire un grand film. Voilà ce que je voulais vous dire avec beaucoup de, d'empathie. Merci. Bonjour. Je suis très, très, très honorée d'être là aujourd'hui. Et je me posais un petit peu la question de qu'est-ce que ça allait m'apporter
pourquoi et comment. Et en fait, en vous écoutant parler, j'ai compris en 5 minutes. Je m'appelle Marilyn Lima, j'ai 23 ans et je suis comédienne. C'était pas du tout prévu dans ma vie que je sois comédienne. C'est une femme, une réalisatrice qui s'appelle Eva Husson, qui il y a 5 ans, 6 ans, avec un casting sauvage, m'a trouvée. Et j'ai été le personnage, l'héroïne de son film, de son premier film qui s'appelle Bang Gang. L'année dernière, son deuxième film, Les Filles du Soleil, a été à Cannes, dans la sélection officielle. C'est une directrice de casting qui l'a accompagnée, donc une deuxième femme. En fait, moi, à 23 ans, le point de vue, le regard que j'en ai maintenant, c'est que... Alors, j'ai peut-être de la chance, mais je sais pas, je crois pas au hasard. Mais je me pose jamais la question d'un homme, une femme, de si je suis une fille, qu'est-ce que ça va changer? Si c'est un garçon en face de moi, qu'est-ce qui va être différent? Aujourd'hui, je suis en train de créer ma série documentaire. C'est moi qui ai été démarcher des hommes, qui ai été les motiver, que ce soit les diffuseurs ou les producteurs. C'est moi qui ai été leur parler avec mon projet. J'ai réussi à les motiver en 1 heure. Aujourd'hui, c'est moi qui leur envoie les mails pour leur dire ce que j'ai envie qu'ils fassent, comment j'ai envie qu'ils le fassent. Alors, ça fait un peu la fierté de ma maman quand même. Mais en soi, c'était juste en vous écoutant parler, vous, les rencontres qui à l'époque étaient des hommes, moi aujourd'hui, les rencontres qui m'importent et qui sont importantes pour moi, ben, c'est vous, et vous êtes des femmes en fait. Donc je me dis que les choses avancent, qui à l'époque pour vous c'était principalement des rencontres masculines. Moi en ce moment, c'est principalement des rencontres féminines qui changent ma vie. Et je pense que les générations encore qui vont arriver ne se poseront peut-être plus la question. Donc je trouve ça assez chouette de pouvoir comparer comment vous êtes en arrivé là et comment moi j'essaye doucement de créer mon chemin dans ce milieu-là. Donc voilà, aujourd'hui voilà, moi c'est des rencontres féminines qui ont changé ma vie en soi et qui la changent au quotidien. Et c'est des hommes de 40 ans à qui j'envoie des mails et qui me répondent en disant oui, on va faire ça, c'est super. Donc au final, en soi, tout est en train de changer. Et merci mesdames, parce qu'en soi, c'est grâce à vous aussi. C'est vous qui avez installé tout ça. Et j'essaye juste de reprendre doucement le flambeau pour continuer ce que vous avez créé. Voilà. Merci. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment les nouvelles générations où en fait on se pose même plus la question, quoi. Ça devient même plus une question. Est-ce que je suis un homme, une femme? Est-ce que ça va m'avancer? Je pense que quand on finance un projet, c'est quand même quelque chose qu'on... Je pense que ça dépend sûrement du poste et tout ça. Mais c'est sûr. C'est vrai que, moi, personnellement, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ça m'a jamais vraiment... je me suis dit, tiens, je voudrais faire ce projet-là, je vais essayer de le faire, quoi, à tout prix. Et ce que je voudrais rectifier aussi, c'est vrai que j'ai quand même eu une femme qui a été très importante dans ma carrière, c'est Joyce Cox, qui est productrice américaine et qui, en fait, c'est elle qui m'a proposé à l'Académie pour devenir membre. Et je trouve ça important de la reconnaître aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des hommes non plus comptés dans ma carrière, il y a aussi cette femme qui a été très importante. Mais ce que je trouve génial, c'est que les nouvelles générations ne se posent même plus la question. Est-ce qu'il y a une sororité qui s'est constituée un petit peu en France, vous avez l'impression? Oui. Les mouvements 50-50, c'est déjà 50-50, mais aussi, je crois que en fait, en tout cas, moi, ma génération, on est quand même, je trouve, là, il y a une productrice là, dans la salle qui s'appelle Caroline Montmarchand et Judith Nora, qui sont des amis très proches, et on se soutient, c'est-à-dire c'est un truc de travail. Moi, c'est vraiment, quand ça va pas... J'ai une galère, je les appelle. Ce que je connaissais pas, mais c'est-à-dire on parle de cinéma, au-delà de l'amitié, c'est comment, et on s'échange nos regards sur ce qu'on fait, sur comment on le fait, comment on le fabrique. Et c'est-à-dire on n'est plus du tout dans un truc de concurrence, de compétition, pas du tout. On est dans un truc de plutôt s'épauler et s'apporter des choses. Et je me rends compte que les cinéastes aussi, Tony... Jamais senti... j'ai toujours senti une forme de sororité. On peut aimer les films des unes des autres, plus ou moins, etc. Mais j'ai toujours senti
une espèce d'a priori de bienveillance et de sororité entre cinéastes, femmes, filles, enfin, comme vous voulez. J'ai vraiment l'impression que la génération là, des 30, 40, 20, 30, 40, ils travaillent encore davantage. Quoi. Il y a quelque chose de se dire, en fait, on est un collectif, quoi. Enfin, c'est-à-dire le cinéma, c'est un art collectif, c'est formidable, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est que faire un film, c'est le faire à plusieurs, quoi. Et c'est vraiment l'histoire du cinéma, c'est ça, c'est une histoire de famille, de bande, d'équipe. Et là, il y a des bandes de filles, de garçons, de tout qui se dessinent comme ça, qui sont très belles et dans lesquelles il est. Moi, je me sens beaucoup moins seule, en fait, parce que je le dis, hein, moi, j'ai une mauvaise réponse de Canal, bah, je vais appeler Caroline, par exemple. Non, ça va pas du tout, comment on va faire. Et il y a un truc, genre voilà, où on se donne des tuyaux, on se dit à peu près comment on peut s'en sortir, comment on peut... Et ça, je sais que quand je travaillais avec Gilles, alors en plus Gilles avait plein de problèmes d'argent tout le temps, donc c'était toujours très compliqué. Donc il me disait toujours, on est dans la pampa, on est seul, on est dans la pampa. Et c'est vrai qu'il était seul. Je me rappelle, bon alors pour plein de raisons aussi, parce que c'était un garçon compliqué, c'est un garçon compliqué, mais qu'il était seul et que moi je me disais, ah tiens, notre génération là... Et peut-être le fait d'avoir initié, Judith, aussi le mouvement 50-50, le collectif, tout ça, a permis d'être ensemble et de retrouver ce truc du cinéma. Je regardais un documentaire sur Chabrol, là, l'autre soir sur Arte, je me disais, c'est génial. Le mec, il choisissait ses tournages, le lieu de ses tournages selon le restaurant qu'il y avait sur place. Et en fait, et toutes ces équipes, c'était une famille, quoi. C'était une expérience. J'ai l'impression qu'on revient un peu à ça. C'est-à-dire, on sort un peu de l'industrie pure pour rentrer à nouveau dans l'affect de quelque chose de plus tendre, de plus solidaire. Voilà, je dirais ça, mais... Super. Je suis d'accord. Il y a une autre question. Il y a une autre question ici, devant. Bonjour, je m'appelle Christina Britha, je suis journaliste grecque. Je suis très contente d'être parmi vous. Je voulais dire que dans les Oscars de cette année, il y avait une réalisatrice qui était nominée pour un Oscar pour Capernaum. Exactement. Elle a presque perdu sa maison pour faire ce film. Mais elle a réussi, c'était dans les Oscars, elle était très fière. Nadine Labaki. Nadine Labaki, exactement. Et aussi, je voulais dire qu'il y avait deux femmes qui ont gagné un Oscar cette année, les femmes de couleur, Ruth Carter et Hannah Bleacher, pour Panthère Noire. Et je crois que Panthère Noire ne serait pas le film, le blockbuster que c'est un phénomène sans elle. Alors, c'est quelque chose qu'avant, ça change, et ça, c'est génial. Merci. Super, mais je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir partagé toutes ces expériences et d'avoir joué le jeu. Merci encore.